Bonjour Tricotine. Vous êtes qui, vous? Le grand-père de vous avez le droit? Mais non Tricotine, son petit-fils, enfin, ça se voit. Pour avoir un petit-fils, faudrait déjà qu'il ait un fils. C'est pas très logique ton histoire. C'est pas plus illogique que de discuter de droit avec un chat qui parle. Hein. Bon, ok, tu m'as bien eu sur ce coup-là. Et sinon, c'est quoi ton prénom? Sébastien, comme mon grand-père. De mieux en mieux côté logique. Écoute Tricotine, ça c'est pas la première fois que ça se passe dans notre famille. Figure-toi que, grâce à MyHeritage, j'ai découvert que je descendais d'une vieille famille bretonne. C'est de là que ça vient le côté têtu. Il m'a suffi de rentrer le nom de mes parents et de mes grands-parents dans le site MyHeritage pour obtenir tout plein d'informations sur mes ancêtres, et notamment les 3 Sébastiens. Ils sont tous les 3 nés à Pouldergade, dans le pays bigoudin, au XVIIIe siècle. Le grand-père en 1731, le père en 1764 et le fils en 1796. C'est pour ça que MyHeritage est le site généalogique numéro 1 en Europe, alors? Exactement, Tricotine. MyHeritage nous permet d'accéder à plus de 20 milliards de documents historiques, comme des registres de naissance, des actes de mariage, des extraits de journaux, des annuaires et même des photos anciennes. Et en plus, MyHeritage propose aussi des outils d'intelligence artificielle pour restaurer de vieilles photos. J'ai par exemple testé avec une photo en noir et blanc et j'ai réussi à la coloriser et même à l'animer très facilement. Là, je m'adresse à tous les chats qui font partie de ma commu. Avec le lien que vous trouverez en description, vous pouvez offrir à votre humain ou à votre humaine de compagnie une période d'essai de 14 jours à MyHeritage pour commencer à découvrir son histoire familiale. Comme ça, votre humain restera sagement assis devant son ordinateur au lieu de passer l'aspirateur pendant votre sieste. Et vous pourrez dormir tranquillement pendant qu'il découvre sa famille et ses ancêtres. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous avoue tout de suite que j'ai eu beaucoup de mal avant d'écrire cette vidéo. J'étais en effet profondément mal à l'aise avec cette affaire, comme sans doute d'ailleurs beaucoup d'entre vous. Et à cause de ce malaise, eh bien, j'ai eu énormément de mal à l'écrire. Alors aujourd'hui, il va s'agir d'une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude sur Vous avez le droit. Ce sera davantage un vlog qu'une vidéo à proprement parler. Et en accord avec Tricotine, nous avons décidé qu'il n'y aura évidemment pas d'humour dans ce vlog. Je resterai bien sage, c'est promis. Merci Tricotine. J'espère que j'aurai un supplément de croquettes. Ce qui me marque le plus dans le procès, et je crois pas être le seul, c'est pas la violence des faits. Un homme, un mari qui drogue sa femme pendant des années afin de l'offrir à d'autres hommes. Alors ça évidemment c'est vraiment l'horreur absolue, hein. Mais c'est pas là-dessus que je peux essayer de vous apporter quelque chose, que je peux vous apporter quelques éclaircissements sur les aspects juridiques. Ce qui me marque le plus, c'est le comportement, les propos de certains avocats, de certaines avocates, et la compréhension corrélative profonde du droit qui s'applique à la parole de l'avocat. Bref, pour résumer le sujet de cette vidéo, c'est la défense a-t-elle le droit de tout dire ? À l'occasion de ce procès hors norme qu'est l'affaire Pellico, plusieurs choses ont beaucoup choqué l'opinion publique. Je pense notamment au comportement de certains avocats, de certaines avocates. À plusieurs reprises lors des audiences, les avocats de la défense ont suggéré que la victime, Madame Pellico, n'était peut-être pas droguée, qu'il s'agissait peut-être juste d'un jeu libertin, qu'elle aurait peut-être des tendances exhibitionnistes, etc., etc. Alors, je passe sur les aspects moraux et sur les émotions qu'on peut légitimement ressentir dans tout ça. C'est pas le sujet de la vidéo. Je voudrais au contraire recentrer mon propos sur les aspects juridiques de la question. Et la question, c'est: la défense peut-elle tout dire à l'audience ? Cette question est simple, mais vous allez voir que la réponse, elle, est tout en nuances, comme souvent les choses le sont en droit d'ailleurs. Dans les tribunaux comme ailleurs, le principe, c'est la liberté d'expression. On s'exprime d'abord et on répond ensuite de l'usage excessif que l'on a pu faire de cette liberté. Et parmi les limites à notre liberté d'expression, il y a l'interdiction d'injurier autrui, l'interdiction de diffamer autrui. La diffamation, c'est le fait de reprocher quelque chose à quelqu'un, et en plus, il faut que ce reproche soit
non seulement factuellement faux, mais il faut en plus qu'il porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne diffamée. La diffamation, comme l'injure, c'est une infraction pénale qui est prévue et réprimée par la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Au sein du tribunal ou de la cour, c'est la même chose. Le principe est la liberté d'expression pendant l'audience, liberté d'expression des avocats, mais non seulement des avocats, des avocates, mais aussi la liberté d'expression des personnes poursuivies, liberté d'expression des victimes, liberté d'expression des témoins. Mais dans le cas du procès, la liberté d'expression a une portée encore plus importante que dans la vie courante, puisque cette liberté d'expression, c'est aussi la liberté des droits de la défense. Et dans le cas des propos outrageants, des propos injurieux ou diffamants qui peuvent être tenus à l'occasion d'un procès, il va falloir choisir entre deux droits antagonistes. D'une part, les droits de la personne injuriée ou diffamée, et d'autre part, les droits des personnes poursuivies de se défendre. Alors une fois de plus, il va s'agir de savoir où on va placer le curseur entre ces deux droits différents. Et ce choix a été fait par les auteurs de la loi de 1881. Alors à ce sujet, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une loi ancienne qu'elle est complètement dépassée. Au contraire, ce droit a été régulièrement mis à jour pour tenir compte de l'évolution des moyens d'expression, d'abord la radio, puis la télévision, avant d'être ensuite adapté aux médias en ligne. La loi de 1881 réprime l'injure, réprime la diffamation. Mais elle organise également une immunité lorsque ces infractions sont commises dans un tribunal à l'occasion d'un procès. En effet, son article 41 précise, je cite, « Les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage. » En effet, le législateur a estimé que ce qui peut se dire lors d'un procès, ce qui est nécessaire à la manifestation de la vérité lors d'un procès, c'est suffisamment important pour que la défense n'ait pas à craindre d'être poursuivie. En effet, les droits de la défense sont l'un des piliers de notre état de droit, et la loi de 1881 a décidé de privilégier les droits de la défense par rapport aux droits des personnes qui se sentiraient diffamées ou insultées à l'occasion d'un procès. Et même si certaines stratégies de défense sont choquantes, les avocats et les avocates ont le droit de tenir ces propos. Cette liberté de parole de la défense n'est cependant pas sans limite. Cette immunité en salle d'audience, qu'on appelle communément l'immunité de robe, même si elle s'applique à d'autres personnes que les seuls avocats, comme je vous le disais tout à l'heure, cette immunité en salle d'audience n'est pas pour autant la liberté de dire n'importe quoi non plus. Le droit, c'est l'art de la nuance, c'est un peu l'inverse de Twitter. Et qui dit immunité d'audience ne veut pas dire non plus liberté absolue. L'article 41 de la loi de 1881 fixe d'ailleurs lui-même les limites de cette liberté. D'une part, il donne la possibilité au juge de supprimer les discours injurieux, diffamants ou outrageants, qui ont pu être inclus dans les écrits judiciaires. Et d'autre part, cette immunité d'audience ne vaut que pour les propos en rapport avec le procès. En revanche, les injures, la diffamation qui seraient commises pendant le procès, mais un propos qui n'a rien à voir avec lui, il est évidemment possible de poursuivre leurs auteurs. Pour résumer, l'avocat peut tout dire, mais à condition que ça serve les intérêts de son client. Revenons maintenant au procès de Mazan. À plusieurs reprises, les avocates et les avocats de la défense ont eu des propos et des insinuations envers Madame Pellicot qui ont beaucoup heurté l'opinion. On a insinué qu'elle n'était peut-être pas soumise chimiquement et qu'au contraire, elle était peut-être consentante lors des viols, qu'il s'agissait peut-être d'un jeu sexuel, etc. Alors non seulement je comprends tout à fait que ça puisse choquer, mais je suis moi-même très choqué par ça. Ceci dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces propos, même s'ils sont choquants, il est néanmoins légal pour la défense de les tenir lors de l'audience. Et non seulement c'est juridiquement légal de les tenir, mais en plus, ça entre dans la stratégie de défense. Parce que les accusés et la défense avaient le choix entre 3 stratégies possibles. Et chacune de ces stratégies exclut d'ailleurs par définition les 2 autres. La première stratégie possible, c'était évidemment de nier.
et en l'espèce de nier l'existence des rapports sexuels. Mais dans l'affaire Pellicot, les accusés ne peuvent évidemment pas nier l'existence de ces rapports puisqu'ils ont été filmés. Leurs échanges avec le mari de la victime ont été retrouvés. Bref, la preuve de ces rapports a été rapportée. Mais il y avait une seconde stratégie de défense possible. Les accusés peuvent au moins tenter de plaider qu'ils n'avaient pas conscience que la victime était inconsciente. En d'autres termes, ils peuvent tenter de plaider qu'ils ignoraient que ces rapports sexuels avaient lieu par surprise, comme le dit la loi. En effet, la loi, en l'espèce, c'est l'article 222-23 du Code pénal, et ce texte définit le viol de la façon suivante: tout acte commis par la violence, contrainte, menace ou surprise. Et la soumission chimique est considérée comme un viol par surprise par la jurisprudence. Mais si les hommes en question n'avaient pas conscience que la victime était inconsciente, alors, juridiquement, l'infraction ne serait pas constituée. Il s'agirait alors d'un simple rapport sexuel librement consenti. Eh bien ça, c'est l'axe de défense qui a été choisi par les accusés, c'est l'axe qu'ils ont choisi avec leurs avocats. Alors pourquoi ont-ils fait ça? Eh bien pour une raison bien simple, parce que c'est la seule stratégie qui leur permettrait, qui leur offrirait une petite chance, une toute petite chance, d'échapper à la condamnation. Et puis la troisième stratégie de défense possible, celle que Maître Eolas appelle la stratégie de contrôle de dommages, dans une série de tweets absolument excellents qu'il a récemment consacrés à cette affaire, eh bien cette stratégie consiste à reconnaître les faits, à s'en excuser, à expliquer qu'on ne recommencera plus, éventuellement qu'on va se faire soigner, etc. Alors ça permet d'espérer, non pas l'acquittement, mais ça permet au moins d'obtenir une condamnation moins sévère. Le choix qui a été fait par les accusés du procès de Mazan et de leurs avocats et de leurs avocates n'est pas celui-ci. Ils ont choisi la seconde stratégie, celle qui consiste à tenter d'expliquer qu'ils n'étaient pas conscients que le rapport sexuel n'était pas consenti. Alors, est-ce que c'est choquant d'entendre la défense remettre en cause le fait que Mme Pellicot était sous soumission chimique au moment des faits? Ben oui, évidemment, c'est choquant, c'est très choquant. C'est extrêmement choquant. Mais, aussi choquant que ce soit, il est normal que les accusés, que leurs avocats aient tenté de plaider ça. Reste à savoir maintenant si ça va suffire à convaincre la cour criminelle. Alors ça, c'est pour la parole des avocats à l'audience. Mais il y a aussi une seconde situation dans laquelle avocats et avocates peuvent aussi s'exprimer publiquement. Il s'agit des médias. Les médias au sens large, c'est-à-dire non seulement les médias traditionnels, mais aussi les réseaux sociaux, et vous verrez que sur ce point précis, il y a des choses à dire. En plus de la dimension purement procédurale, il y a donc aussi la dimension publique, la dimension médiatique. La presse, les médias sont là, et pas seulement les médias français d'ailleurs, mais les médias du monde entier, tant cette affaire prend une dimension internationale. Les médias sont là et se posent la question de ce que disent les avocats et les avocates en dehors de la salle d'audience. Et je ne parle pas seulement des impressions d'audience à la sortie du procès. Naturellement, l'immunité d'audience dont je vous parlais tout à l'heure ne s'applique pas juridiquement, strictement, lorsque l'avocat s'exprime dans les médias. En d'autres termes, l'avocat, l'avocate redevient pleinement responsable de ses paroles, de ses écrits, lorsqu'on n'est plus dans la salle d'audience. Alors ceci dit, la jurisprudence française et d'ailleurs la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme protège largement cette parole de l'avocat en dehors de la salle d'audience. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que les juges, tant français qu'européens, sont très prudents lorsqu'il s'agit de sanctionner les propos excessifs des avocats dans les médias. En gros, retenez qu'ici aussi, les juges distinguent si les propos de l'avocat sont tenus dans l'intérêt de la défense de son client ou pas. Ils reprennent en ceci le critère déjà utilisé tout à l'heure. À mon avis, c'est une très bonne chose que la jurisprudence soit prudente lorsqu'il s'agit de sanctionner un avocat à cause de ses propos dans les médias. Car, je l'ai déjà dit mais je le répète, les droits de la défense sont essentiels dans nos démocraties libérales. Mais
cette question ne se pose pas vraiment dans le procès de Mazan, ou tout au moins pas principalement. La véritable question qui se pose, c'est le comportement d'une avocate, maître Nadia El Bourmi. Maître El Bourmi est l'avocate de 2 des 51 accusés du procès de Mazan, et cette avocate est habituée des réseaux sociaux, dont elle maîtrise d'ailleurs parfaitement tous les codes, et elle a récemment beaucoup fait parler d'elle. En effet, elle s'est par exemple filmée dans sa voiture en train de chanter sur la musique Wake Me Up Before You Go du groupe Wham. Et Wake Me Up Before You Go, ça veut dire réveille-moi avant de partir. Réveille-moi avant de partir dans une affaire de viol, de soumission chimique, dans laquelle la victime est droguée au moment des faits. Alors, si la justice est prudente, très prudente, lorsqu'il s'agit de sanctionner un défenseur s'exprimant publiquement, il y a aussi une autre façon de réagir. Les avocats sont des professionnels libéraux comme les médecins ou encore comme les architectes, par exemple. Les avocats sont astreints à un certain nombre d'obligations déontologiques et en cas de manquement à ces obligations, c'est l'ordre lui-même qui peut les sanctionner. C'est d'ailleurs une excellente chose que ce soit la profession elle-même qui règle ce genre de problème. Ça permet à la fois d'une part que ces problèmes soient pris en compte, soient gérés, et d'autre part, ça permet aussi de respecter l'indépendance de la défense. Les ordres professionnels peuvent prendre un certain nombre de sanctions envers les avocats, l'avertissement, le blâme, l'interdiction temporaire d'exercice qui va jusqu'à 3 ans au plus, et dans les cas les plus graves, la radiation qui entraîne évidemment l'interdiction définitive d'exercer le métier d'avocat. Pour en venir à Maître El Bourmi, elle a déclaré depuis qu'il ne fallait voir aucune allusion dans le choix de la musique qu'elle avait utilisée, qu'il s'agissait juste d'un pur hasard dû à ses goûts musicaux. Bon, on en pense ce qu'on en veut, mais à mon avis, il ne serait peut-être pas complètement illogique que son ordre s'intéresse à son comportement, qui me paraît inutile dans le cadre de la défense de ses clients. Vous le voyez, le droit applicable à la parole de la défense est un droit subtil, un droit tout en nuances, loin des déclarations à l'emporte-pièce que nous avons pu lire ou entendre à ce sujet. Il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler au sujet de cette affaire. Ce procès a été un véritable coup de tonnerre dans l'opinion publique et dans les médias, à cause non seulement de l'horreur des faits, mais aussi du nombre des accusés qui sont actuellement jugés par la Cour criminelle départementale. Et à la suite de cette affaire, il a été proposé de modifier l'article du Code pénal définissant le viol. Il a été proposé d'y introduire la notion de consentement. Le président de la République, Emmanuel Macron, le ministre de la Justice, Didier Migaud, entre autres, se sont déclarés favorables à cette modification de la loi sur le viol. Cependant, cette introduction de la notion de consentement dans la loi est loin de faire l'unanimité. Et au contraire, il y a tout un tas d'arguments sérieux contre cette modification, y compris de la part de certains mouvements féministes. Par exemple, certaines personnes considèrent que le comportement de la victime deviendrait alors l'élément central du procès et que ça risquerait de faire peser la responsabilité du viol sur la victime et non plus sur l'auteur présumé. Alors vous le voyez, le débat est loin d'être clos, mais quoi qu'il en soit, l'important c'est de faire bouger les choses, et notamment les pratiques policières et judiciaires. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet du procès des viols de Mazan. Alors il y avait sans doute beaucoup d'autres choses dont j'aurais aimé vous parler au sujet de cette affaire. J'aurais peut-être dû vous parler par exemple du huis clos, qui a été refusé par Madame Pellicot. Madame Pellicot qui souhaite au contraire que les audiences demeurent publiques. Elle a eu énormément de courage en faisant ça, d'autant plus que certaines vidéos montrant les viols qu'elle a subis ont été projetées lors de l'audience. J'aurais peut-être dû aussi vous parler davantage des stratégies de défense lors d'un procès pénal. Et à ce sujet, je vous conseille vivement de lire l'excellent fil de discussion que Maître Eolas a consacré à cette affaire sur Twitter. Le lien est ici en description. Gardez cependant à l'esprit que la justice, ça se rend dans les cours, dans les tribunaux, mais que ça ne se rend pas sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube. Après chaque vidéo, nous en discutons en live sur Twitch, soit le mardi soir, soit le vendredi soir, à partir de 20h30.
En effet, vu le nombre de commentaires, il m'est maintenant impossible de répondre à tout le monde, et même seulement de lire tous vos commentaires. Et les lives seront l'occasion de pallier un petit peu tout ça. Donc n'oubliez pas de me suivre sur Twitch, le lien est ici en description, et vous êtes déjà presque 13 000 followers et followers. Merci à mes donatrices et à mes donateurs. Pour les remercier de leur générosité, leur nom est ci-dessous et au générique. Un grand merci à notre sponsor MyHeritage, grâce auquel vous pouvez bénéficier d'une période d'essai gratuite de 14 jours pour en apprendre davantage sur l'histoire de votre famille. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description. Et si cette vidéo vous a plu, alors vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Il est où mon supplément de croquettes ?